Please welcome Susana Zamotaro, Managing Director at International Road Federation. Good afternoon, everyone, and welcome to this afternoon panel on circular economy. I hope you have been enjoying the conversations as much as I have. I have an important piece of information for all of you before we get started. This panel will actually be in French. So I'm just giving you a couple of seconds. Yes, I hear clapping. I'll give you just a couple of seconds. In case you need translation, you have headsets available outside the room, I believe. So make sure you grab them so that you can follow this wonderful conversation. For this wonderful conversation, I have the pleasure of welcoming to the stage 4 fantastic fellow panelists and speakers. Aidez-moi, donc là je fais un switch en français, en plus je suis italienne, donc j'espère qu'on ne va pas faire révolter Molière dans sa tombe. Aidez-moi à accueillir sur notre podium nos panélistes pour cet après-midi. Jean-Philippe, Lauriane et Isabelle. Merci beaucoup. Prenez place. Bienvenue tout le monde et à l'audience. Sachez déjà que j'ai une Lorraine et une Lauriane. Donc ça va être intéressant de jongler entre les deux. Mais bienvenue et merci d'être avec nous cet après-midi pour cette conversation. Moving On, cette année, nous ramène en 2035. Et en 2035, notre panel nous dit que réparer, réutiliser et recycler est la nouvelle norme. On est là justement pour comprendre comment on a pu réussir. Et je commencerai immédiatement avec Jean-Philippe. On est en 2035. Mais comment on a pu arriver ici et comment on a pu réussir ce pari? Quels étaient, dans les années précédentes, justement, les enjeux de l'économie circulaire pour la Massif, première assureur en France? D'ailleurs, moi, je suis très curieuse. Qu'est-ce qui amène un assureur avec la circularité, l'économie circulaire? Merci pour la question. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être ici en 2035. En 2035, j'ai 70 ans et je suis venu, comme je suis un senior, avec la navette autonome pour rejoindre ce plateau. Donc vous voyez, je suis de mon temps en 2035. Tout ça, cet exemple pour vous dire que, en réalité, un assureur n'est pas étranger à son monde, jamais, qu'il vit avec son monde et qu'il essaie, autant que faire se peut, de l'anticiper. Il finance l'économie, il finance la transition écologique, il accompagne, il indemnise, il répare. Il est un observatoire social qui voit très bien les limites de la mobilité et ceux qui en sont privés. Et puis c'est aussi un lanceur d'alerte et nous avons été un lanceur d'alerte sur les enjeux climatiques. Alors le parc automobile en 2035, il s'est un peu réduit du fait de la démographie, du fait d'un certain nombre d'usages ou du développement du transport collectif, mais il ne s'est pas considérablement réduit. Et la Massif enregistre des dizaines et le panel des assureurs, globalement, enregistre des dizaines de millions de sinistres chaque année. Et je voudrais attirer votre attention sur ce point-là, parce que c'est un moment d'impact très fort, le sinistre, et c'est un moment où, évidemment, l'empreinte carbone peut être très, très élevée. Et je dirais que la Massif, elle a fait de l'économie circulaire sans le savoir pendant très longtemps. Avant même les années 2000, elle exigeait de ses réparateurs qu'ils réparent et qu'ils ne remplacent pas. Et on réparait majoritairement, très majoritairement. Or l'enjeu, il était économique, c'était de faire baisser les coûts, maîtriser les coûts, renvoyer du pouvoir d'achat, mais c'était aussi social, à un moment où le maillage du territoire par des réparateurs était extrêmement large, et ça permettait de garantir un savoir-faire, une formation qui était élevée. Un autre élément, quand la Massif début 2000 a développé un critère inédit de tarification sur les véhicules dits propres et sûrs, c'était une approche de la durabilité. La corrélation n'a pas vraiment été démontrée. Mais c'était une approche
instinctive presque que de la durabilité. Et les choses ont pris de la consistance avec la directive VHU, le recyclage, la directive dessin et modèle, la loi de transition écologique, la fin du tentative en tout cas, la fin du gaspillage et la responsabilité des producteurs. Tout ça a donné une consistance. Il est évident que pour nous, l'économie circulaire, c'est un rationnel stratégique. C'est une évidence stratégique et nous l'avons inscrit dans notre plan très tôt comme un objectif majeur pour les raisons d'évidence qu'on va rappeler, j'imagine, environnementales, mais je ne vais pas insister, économique, parce que aujourd'hui, le pouvoir d'achat est une question centrale, donc il faut arriver à maîtriser le coût, et un enjeu social. Parce que si on n'est pas capable de garantir la réparabilité des pièces et des véhicules, eh bien l'entretien ne sera plus assumé, la dangerosité sera derrière, et finalement l'accessibilité à la mobilité sera réduite. On a un enjeu social, économique et environnemental. Et tout ça, ça fait un rationnel. Et pour autant, en 2025, si je me reporte 10 ans en avant, les pièces endommagées, à 70%, elles étaient remplacées. Et dans ces 70%, il y avait seulement 5% de pièces de réemploi. Et moi, je vais vous le dire, c'est inacceptable. C'est franchement inacceptable et il fallait, en 2025, inverser cette tendance. Alors, comment avons-nous fait? Nous sommes beaucoup battus pour qu'il y ait la réparabilité, hein, que finalement, la prescription de la réparabilité soit le point d'entrée, véritablement. La filière de réemploi, loin d'être anecdotique, avait besoin de se structurer. Cette filière, elle était un peu artisanale, il y avait un peu d'amateurisme au départ. Il a fallu obtenir des labels, il a fallu obtenir des structures agréées, spécifiques, et c'était très important pour qu'elle prenne véritablement son essor. Elle ne doit pas non plus être monopolistique. La filière de réemploi, ce n'est pas nécessairement que celle des constructeurs. Et les assureurs ont dû mettre les pieds dans le plat en 2026-27 pour arriver effectivement à structurer ça. Et puis il y a les normes. On pourrait citer la CSRD. Et moi, la CSRD, nous y avions travaillé déjà en 2024-2025. Mais il faut qu'elle ne s'écarte jamais de son objectif. Elle doit rester simple, elle doit rester comparable, elle doit rester efficace et économe en moyens. Et puis, il y avait Scope 3. Scope 3, c'est le moyen, là aussi, de faire une évaluation assez précise des différentes actions au moment de la réparation. Je pense à l'assistance, à l'acte de réparation, au véhicule de remplacement, à sa livraison, etc. Et Scope 3 est un sujet, un outil intéressant de management des réseaux. Et j'en viens peut-être à un dernier élément. Le réseau, c'est fondamental et c'est une liberté d'action que l'assureur a reconquis finalement pour faire bénéficier à tous de ces filières de réemploi ou de réparation. Merci Jean-Philippe. Tout ça ne se fait pas sans les consommateurs. Donc je passe la parole à Lauriane, justement. La Fédération internationale de l'automobile représente des millions des usagers, des consommateurs. Comment la Fédération se rapporte à ces questions de circularité et de décarbonation? Où est-ce que vous avez concentré vos efforts? Merci beaucoup pour la question. Et en effet, pour la logique, comme tu le précises, Susanna, on représente 41 millions de consommateurs en Europe. Ce sont des consommateurs pour qui la mobilité, et notamment les voitures, mais pas uniquement, représente souvent environ 10 à 15% selon des chiffres Eurostat de leur coût aujourd'hui. Et je n'attends pas forcément à ce que ça diminue dans le futur. Ce sera probablement une proportion peut-être même plus élevée du revenu qui est dépensé pour se mouvoir, ce qui est un droit et une obligation bien souvent pour faire toutes les actions du quotidien. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une grande préoccupation sur le côté abordable de cette mobilité. Donc ce coût et l'impact sur le budget des ménages est important. Et effectivement, on a parlé de pas mal de politiques qui tendent à rendre la mobilité plus soutenable ou plus verte, entre guillemets. Et ceci pourrait avoir un impact négatif finalement sur la mobilité et le coût de cette mobilité. Alors la circularité, c'est un des éléments, évidemment, avoir une voiture, l'acheter, la réparer de façon abordable, la réparer quand on a un accident, donc ça c'est tout ce qui est assurance. Nous, ce qu'on fait, on intervient avec nos clubs aussi dans le test des véhicules, dans le test de la mobilité. Donc ce qu'on a essayé de faire pour accompagner cette transition, parce que bien entendu, nos clubs sont aussi conscients de l'enjeu climatique,
c'est de donner une information simple aux consommateurs sur, en effet, l'impact de leur véhicule. Et pour ça, on a développé un programme qui s'appelle Green NCAP, qui regarde tout le cycle de vie d'un certain nombre de voitures, donc les véhicules électriques, qui sont l'une des solutions, ou la solution à horizon 2035, pour permettre d'avoir 0 émission quand on roule, à d'autres moteurs, comme les moteurs thermiques et autres. Donc on a mis un système d'évaluation, on a regardé un petit peu ces différentes motorisations pour donner une évaluation juste et le plus simple possible aux consommateurs qui aujourd'hui choisissent le véhicule qu'ils auront très probablement encore en 2035. La durée de vie en moyenne d'un véhicule en Europe, c'est 12 à 13 ans aujourd'hui. Donc les véhicules sur la route aujourd'hui le seront encore. Et ce qu'on a regardé, c'est aussi l'impact de ces véhicules électriques qui n'émettent évidemment pas d'émissions lorsqu'ils roulent dans n'importe quel contexte, mais leur production est toutefois largement responsable d'un certain nombre d'émissions également, et qui sont liées à la batterie, qui sont liées à l'énergie qu'on doit mettre dans la batterie, et puis à la masse supplémentaire. Donc ce qu'il faut, et je pense que ça on l'a pas mal développé dans d'autres conférences, c'est l'interconnexion entre les différents milieux. Le milieu de l'énergie, il y avait un panel ou une discussion avec l'énergie, est très important. La décarbonation de ce niveau de l'énergie permettra la décarbonation de la production. Et nous, on a regardé un petit peu les 3 leviers clés dans la production des véhicules qui permettraient de limiter l'impact de cette production. Donc c'est évidemment la structure du véhicule. Là, on parle de l'acier, on parle de l'aluminium. Ce sont les plus gros contributeurs d'émissions. Évidemment, on peut travailler sur de l'aluminium recyclé, sur des matériaux recyclés. Ça inclut évidemment la nécessité de créer la chaîne de valeur, de créer les compétences, de garder les compétences. Encore une fois, tout ce qui est circularité, ce sont aussi des compétences qui globalement vont rester en Europe. Je pense qu'il y a quand même toute une question aussi de souveraineté, etc. La réparation, la maintenance, la circularité, globalement, ce sont probablement des chaînes de valeur qui peuvent rester, s'implanter en Europe, créer un savoir-faire, créer une valeur ajoutée. Pour les batteries, évidemment, là, on a un certain nombre de challenges aujourd'hui aussi pour la réparabilité. C'est important de regarder l'intensité énergétique de la fabrication. C'est important d'améliorer la densité énergétique. Et puis, effectivement, on évoque aussi des nouvelles compositions chimiques. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans certains cas, le pack batterie, qui est un élément fondamental du coût de la voiture, n'est remplaçable que dans sa totalité. Aujourd'hui, en tant que consommateur, j'investis sur un bien que j'espère utiliser au moins une dizaine d'années, une douzaine d'années, ou revendre et réutiliser, qui peut-être d'ici 3 à 4 ans va nécessiter un surcoût énorme, puisque la batterie est une grosse partie de la valeur du véhicule. Donc, nous, on pense que c'est important pour les consommateurs d'avoir une vision de l'impact des véhicules qu'ils achètent aujourd'hui sur la totalité du cycle de vie. Donc, il y a une méthodologie qui existe, qui évidemment est basée sur des suppositions sur l'électricité à long terme, etc. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui doivent être faites pour faire ce calcul. On a investi dans créer ce calcul, on a investi dans une façon de communiquer assez simplement en termes d'étoiles. Une étoile, c'est le véhicule qui est le moins performant, 5 étoiles, le véhicule le plus performant sur le modèle de Euro NCAP sur la sécurité, pour commencer par essayer de mettre un nom et des chiffres sur effectivement ce qu'on appelle la circularité. Merci beaucoup, Lauriane. Assureur, consommateur, tu as évoqué justement la question des matériaux. Je me tourne vers l'entreprise avec Lorraine, justement. Il y a de plus en plus d'entreprises au niveau de l'Union européenne qui se tournent vers des matériaux recyclables, recyclés. Quelle est la vision et l'engagement de Michelin sur ces questions ? Et pour vous raconter l'engagement de Michelin, je vais, si tu es d'accord Jean-Philippe, je vais emprunter ton expression que j'ai beaucoup aimée, d'évidence stratégique. Chez Michelin, en fait, l'idée qu'il fallait qu'on adresse le défi de la circularité, ça a été une évidence stratégique très tôt. Et on a donc lancé des gros programmes de recherche depuis maintenant plus d'une décennie, avec comme ambition de réaliser des pneumatiques qui sont 100% circulaires, et pour être un peu plus précise, qui sont 100% faits de matériaux qui sont soit renouvelables, soit recyclés. C'est un engagement qu'on prend très au sérieux. On a déjà fait des progrès qui sont extrêmement encourageants, parce qu'on a aujourd'hui à peu près 28% de nos pneumatiques, des matériaux qui rentrent dans nos pneumatiques qui sont recyclés ou renouvelables. On sera à peu près à 40% en 2030, donc de 2035, un peu plus que ça. Et puis on est confiant qu'on atteindra notre ambition de 100% à 2050. Ça a l'air simple, dit comme ça a l'air facile, ça progresse bien. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un chemin qui est extraordinairement complexe. Il est complexe parce qu'en fait, on a pris un double engagement, pas seulement d'arriver à 100%,
mais on s'est dit, nous, les pneumatiques qu'on mettra sur le marché, ils seront issus de la circularité, mais en fait, ils auront la même, voire une meilleure performance que leur équivalent issu de matériaux pétrosourcés. Donc ça veut dire qu'on va progressivement changer la composition de nos produits, mais ces pneumatiques, ils vont freiner aussi bien, voire mieux que leurs cousins pétrosourcés. Ils vont avoir une meilleure longévité. Et puis, ils vont apporter aux véhicules qu'ils équipent la même, voire une meilleure efficience énergétique. Ça, c'est un défi qui est absolument colossal. Et c'est important d'avoir en tête que c'est vraiment tout un chemin très très long, parce qu'il n'y a pas de technologie qui soit ce qu'on appelle drop-in en anglais. Il n'y a pas de technologie prête à l'emploi, ça n'existe pas. Dans nos métiers, quand on veut remplacer la silice, par exemple, qui est une sorte de sable qu'on met dans les pneus pour qu'ils aient du grip, pour qu'ils accrochent, par de l'écorce de riz, c'est une idée super séduisante. En fait, c'est pas du tout comme, par exemple, si vous faites un gâteau au chocolat au lait et puis vous décidez de changer au dernier moment et mettre du chocolat noir. Ça marche pas du tout pareil. C'est-à-dire que si vous voulez maintenir la même performance de votre pneumatique, en fait, il faut aller revisiter quasiment toutes les étapes du design du pneu jusqu'à son process de production. Donc c'est c'est un challenge qui est absolument passionnant, qui nous anime, mais qui est très long, très complexe et très coûteux. Et l'exemple de la silice que je vous donnais, il faut le multiplier par 200, parce que dans un pneumatique, il y en a à peu près 200 matières premières. Donc ça, pour les entreprises européennes comme nous, qui décident d'inscrire dans leur ADN ces engagements de circularité, forcément, ça vient avec la question de la compétitivité. Et on va s'en parler, je pense, avec tout ce que ça soulève comme question en termes de cadre réglementaire. Parce que si on veut que ces entreprises comme Michelin arrivent en 2050 à avoir des objets complètement issus de la circularité, il faut qu'elles soient pérennes, il faut qu'elles soient encore là en 2050 et un peu plus loin. Et donc, il y a cette question de comment est-ce qu'on fait advenir en Europe et dans notre marché commun déjà un terrain de jeu qui est équitable. Et donc, on va devoir de plus en plus se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec les produits d'entreprises qui n'ont pas fait ce choix et pas inscrit ces challenges dans leur ADN. Et puis, la question de, en fait, comment est-ce qu'on fait en sorte que nos sociétés, nos écosystèmes, elles valorisent ces progrès? Parce qu'il y a beaucoup d'investissements derrière, c'est vraiment des prouesses technologiques. Or, si vous comparez un pneumatique issu de la circularité d'un pneumatique plus classique, en fait, vous ne verrez pas la différence. C'est toute la difficulté de ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas, finalement, que ça altère les performances ou l'aspect de ce qu'on fait. Mais il faut qu'on arrive à faire comprendre au consommateur que dans le choix qu'il fait d'un objet ou d'un autre, ça a un impact, son choix a un impact très différent en fonction de ce qu'il choisit. Merci Lorraine. Justement, les consommateurs choisissent par rapport au prix souvent. C'est ça, ou la fidélité à une certaine marque et produit, parce qu'il y a un lien de confiance qui s'établit avec tel produit ou telle entreprise. Continuons à construire ce premier puzzle, je dirais, au niveau des assureurs, consommateurs, entreprises. J'irais bien aux régulateurs. Mais je dirais en laissant toujours le consommateur au centre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, ce qui va décider, c'est si le marché, la personne, les consommateurs vont aller chercher ces produits, accepter la performance et la qualité fondamentale. Le prix en est un autre, donc on a un très grand enjeu au niveau de la compétitivité. Je pense que tu l'as évoqué, Lorraine. Je me tourne vers la Commission européenne. Comment le travail de la Commission européenne soutient l'économie circulaire et en même temps, depuis votre point de vue, est-ce qu'il y a est-ce que les consommateurs sont prêts à accepter, à s'engager dans ces efforts ou pas du tout? Merci beaucoup. Oui, donc en fait, du point de vue du régulateur, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de maintenir en fait un bon équilibre, de trouver en fait les clés pour rassurer les entreprises, trouver en fait les moyens d'assurer et de développer la compétitivité en Europe. Et on a vu en fait au cours des derniers mois la publication des rapports de l'État, la publication du rapport du monsieur Draghi. Et là-dessus, en fait, maintenant,
où c'est un moment crucial pour l'Europe parce qu'on est en plein renouvellement en fait du collège des commissaires. Donc vous avez ces derniers jours en fait tout un tas d'engagements politiques qui sont pris. Notre objectif, c'est d'arriver en tant que régulateur à trouver le bon équilibre entre ce que l'on peut imposer comme régulation aux entreprises, comme normes, comme lois, comme règlements, etc. Et de comment offrir en même temps un cadre réglementaire qui puisse donc motiver le consommateur à acheter et acheter mieux avec des produits circulaires, des produits en fait renouvelables qui contribuent en fait à favoriser l'objectif qui sera encore en 2035 d'avoir et de participer à une croissance qui soit plus verte et qui soit forte pour l'Europe, qui, j'espère, en 2035 sera encore plus forte qu'aujourd'hui. Donc, dans ce cadre-là, on a vu, et vous avez clairement expliqué ce que font les entreprises, enfin, le choix de certaines entreprises d'intégrer du côté donc, de l'offre tout un tas de concevoir les produits pour qu'ils soient par eux-mêmes recyclables, réutilisables, et donc qui contribue donc à la transition verte. Et d'un côté, donc notre travail, c'est de voir comment on peut aussi, du côté donc des consommateurs, donc du côté de la demande, offrir en fait aux consommateurs des législations qui vont le motiver à acheter et participer en fait à cette transition verte. Et donc vous demandiez des chiffres. Ce qui est intéressant, c'est un rapport, et donc je vérifie exactement les chiffres de l'OCDE qui a été publié cette année et qui confirme à nouveau que les consommateurs donc, sont préoccupés par l'environnement à hauteur de 68%, qui se considèrent comme important la protection de l'environnement à hauteur de 74% et sont disposés à faire donc des sacrifices pour protéger l'environnement. Mais évidemment, la question, c'est comment est-ce que ces bonnes résolutions sont vraiment reflétées et concrétisées lorsque le consommateur fait le choix de se tourner vers un produit plus recyclable ou non, parce qu'il y a quand même le facteur prix qui encore reste, comme vous le disiez, là. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire côté régulateur, c'est d'offrir au moins aux consommateurs la possibilité d'avoir la véritable information, qui soit déjà informé au moment de son choix, de savoir est-ce que le produit est vraiment durable, est-ce qu'on a vraiment des informations claires et fiables sur la durabilité du produit ou la circularité du produit quand on fait ce choix d'acheter un produit plutôt qu'un autre. Et donc là, on se rend compte, et donc les statistiques sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus négatives, on se rend compte qu'en fait, il y a 61% des consommateurs qui éprouvent des difficultés à comprendre quels produits sont vraiment respectueux de l'environnement, parce qu'on a des logos, on a des opérations de marketing, de pub et tout, et on sait pas vraiment ce qui est vraiment au final, qu'est-ce qui est vraiment durable. Et on a donc une forte demande puisqu'on a 86% des consommateurs qui veulent de meilleures informations sur la durabilité et 82% qui nous ont dit pour moi c'est extrêmement difficile de faire mon choix parce que je ne comprends pas vraiment, il y a énormément d'offres sur le marché où on n'a pas vraiment l'impression que ça soit des critères tellement comparables. Et on a vu aussi qu'il y a plus de 80% des consommateurs qui veulent davantage d'informations sur la réparabilité, sur la disponibilité des pièces de rechange que vous mentionniez et sur les manuels de réparation. Donc dans ce cadre-là, on a vraiment vu, nous, une nécessité d'avoir deux types de législation aujourd'hui pour informer davantage le consommateur au moment du moment du choix. Et donc, on a une directive en fait, qui prévoit et qui offre aux consommateurs les moyens d'avoir plus d'informations. Donc, elle permet en fait d'offrir aux consommateurs au moment de l'achat lui-même des informations sur la durabilité et la réparabilité des produits. Sur, par exemple, est-ce qu'il y a des mises à jour au niveau logiciel qui doivent être faites
est-ce que c'est vraiment facile de réparer le produit? Et donc, aujourd'hui, les entreprises qui veulent offrir aux consommateurs une garantie commerciale de durabilité pour un produit spécifique, plus longue que la garantie légale que vous connaissez de 2 ans, pourront gagner en visibilité puisque nous allons leur offrir donc un nouveau label, cette fois-ci harmonisé. Donc on ne pourra pas faire un peu tout ce qu'on trouve sur le marché, mais un nouveau label harmonisé au niveau de l'Union européenne. Celui-ci donc est volontaire. On est en train de tester en fait la meilleure manière de le présenter, et ça sera en fait un label reconnaissable par un consommateur qui veut acheter sur le marché européen pour identifier vraiment les produits qui sont réellement plus durables. Et donc, j'invite déjà tous ceux qui veulent participer à cette enquête, parce qu'on est en train de tester différentes formes de labels avec mes équipes, et donc vous pouvez en effet vous engager, nous faire part de votre ressenti par rapport aux différentes formules qu'on est en train de préparer. Et on aura aussi donc dans ce cadre-là des mesures pour lutter donc tout ce qui est sur l'éco-blanchiment et l'obsolescence précoce qui concerne en fait d'autres catégories de produits. Et cette directive donc entre en vigueur en septembre 2026, donc en 2035, elle sera bien évidemment transposée dans tous les pays de manière parfaite, sans aucun souci pour la Commission européenne. Parce que c'est des directives, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le type de la législation européenne, la directive, ça veut dire qu'elle doit être traduite dans le système législatif national. Ça veut dire que chaque État doit reprendre et produire de la loi, des instruments d'application de ce qui est dit dans la directive, qui nous fixe des objectifs à atteindre, en fait, sans spécifier exactement quel est le moyen pour les atteindre. Et la deuxième directive qui est importante, c'est vraiment la directive sur le droit à la réparation, qui aussi donc, est prévue pour être mise en œuvre par les États membres en septembre 2026. Et là, en fait, on a une garantie légale qui est donc une certaine période, comme vous connaissez, de 2 ans. Et si dans les cadres de ces 2 ans, le consommateur veut choisir la réparation du produit plutôt que le remplacement, à ce moment-là, on lui donne un bonus puisqu'il a le droit d'avoir une prolongation de la garantie légale qui peut aller jusqu'à 12 mois. Et en dehors de la garantie légale, on a donc des nouvelles obligations pour les fabricants qui devront réparer donc à un prix raisonnable les biens qui sont soumis à ces exigences de réparabilité et qui sont prévus donc dans les règlements dont on parlait sur l'éco-conception. Donc tout ce qui est réparabilité donc, va être favorisé puisqu'on aura des prix donc, indicatifs, on aura une plateforme européenne mise en place et donc en fait on espère et on vous invite tous à participer de manière active au succès de ces 2 instruments. Merci beaucoup. Je vais rester un instant et je reviens vers les entreprises justement pour prendre le point de vue des entreprises. Lorraine, quels sont les leviers et les obstacles pour atteindre ces objectifs d'économie circulaire? On a entendu un cadre réglementaire de la part de la Commission qui se met en place, qui est en place et d'autres initiatives comme l'harmonisation au niveau du label. Si vous me permettez, Isabelle, je vais saisir votre invitation à vous exprimer mon ressenti. Je pense qu'on va avoir un challenge qui va être de donner cette transparence aux consommateurs de façon très simple. Parce qu'on voit déjà, alors nous, en tout cas dans l'industrie du pneumatique, moi je m'occupe aussi de nos activités de e-retail, ils ont déjà du mal à comprendre quel pneumatique va sur quelle voiture. Si en plus on leur introduit la nuance de sa circularité, etc., on voit que ça complexifie énormément l'acte d'achat. Donc il va falloir que ce soit à la fois très simple et en même temps, ce n'est pas des dimensions qu'on réduit facilement à un score parce qu'en fait c'est multifactoriel. Donc là, je pense qu'on a un très beau challenge devant nous pour rendre ça simple mais rigoureux intellectuellement. Bon, voilà, je pense qu'on va avoir quelques années passionnantes d'ici 2035, enfin d'ici 2026 puis 2035. Et on est en 2035. C'est bien que ce dialogue se fait. C'est justement la raison pour laquelle Moving On est là. Non, et pour continuer là-dessus, je pense qu'on a effectivement, on voit bien que cette circularisation de l'économie, en fait, elle change tout.
Elle change tout de nos chaînes de valeur, le design, la production, l'interaction avec les clients. Donc on va avoir bien sûr besoin de nouvelles réglementations. Et plus elles seront rapides, efficientes, pragmatiques, je pense plus on va accélérer le mouvement. Je vous donne un autre exemple qui s'éloigne du consommateur et qui va plutôt vers les fournisseurs. Quand on veut donc remplacer tous nos matériaux, donc les 200 matériaux qui vont dans un pneumatique, par un équivalent renouvelable ou recyclé, en fait, une fois qu'on a trouvé, je dirais, la science pour faire en sorte que ça marche, après, il faut mettre la main sur ces matières premières. Et alors là, je partage avec vous l'expérience qu'on vit en ce moment. C'est un casse-tête incroyable. Parce qu'en fait, quand on veut mettre la main sur des pneumatiques en fin de vie, des pneumatiques usagés ou des matériaux extraits de ces pneumatiques, on doit traiter avec des objets, des matériaux qui ont été tagués déchets. Quand c'est tagué déchets, en fait, un matériau, un objet, il vient avec toutes sortes d'obligations administratives et donc des coûts supplémentaires pour quiconque veut les transporter, les vendre, les acheter, les transformer, les intégrer dans un nouveau produit. Et ces obligations, sinon ce ne serait pas drôle, varient largement d'un pays à l'autre. Et si on prend le cas de Michelin, on a donc un partenariat très très intéressant avec une entreprise qui s'appelle Enviro, qui est basée en Suède, qui utilise la pyrolyse pour récupérer un certain nombre de matériaux dans le pneumatique. Et donc nous, on veut prendre ces matériaux en sortie de leur processus et les réintégrer dans un pneumatique qui est fabriqué en Italie. C'est un casse-tête incroyable. Et donc ça, encore une fois, fois tous les matériaux que vous avez, tous les types de pneumatiques, tous les croisements possibles de frontières que vous devez faire. Donc je pense que c'est un autre exemple sur lequel on va avoir besoin de l'aide du régulateur pour rendre les choses fluides. Pour faire en sorte que ce marché européen unique, il permet ces flux-là. C'est ça qui va vraiment permettre à des chaînes de valeur d'émerger rapidement. Je pense que là-dedans, vous avez des leviers qui sont forts. Et puis, je vais m'arrêter là, mais je compléterai encore avec un autre aspect qui est tout ce qui va aussi au-delà de la législation. Donc, on a parlé de l'importance de mettre à disposition des consommateurs des informations qui sont simples. Nous, on était très contents de participer à votre initiative Sustainable Consumption Pledge, qui permet, au-delà de l'aspect, je dirais, législatif, d'aller mettre en valeur tout ce qu'il y a d'invisible derrière un produit, c'est-à-dire les progrès qu'on fait sur nos empreintes carbone, sur la circularité des produits, mais aussi tout ce qu'on fait en matière de justice sociale, pour s'assurer que les gens qui fabriquent ces produits, en fait, ils sont traités dignement et ils ont tout ce dont ils ont besoin. Donc voilà, je pense que vous avez énormément de leviers entre vos mains. Je reviendrai sur ce dialogue entreprise-commission. Lauriane, tu voulais commenter très brièvement. Oui, on a le temps. Très brièvement, parce qu'on parle consommateur et on parle information et on parle label. Et effectivement, tout ça, c'est très intéressant. Je pense que je veux juste donner l'angle de Green NCAP, qui est donc un programme d'information consommateur juste sur les véhicules. Le challenge qu'on a là, c'est quoi ? On a travaillé avec une quinzaine d'ingénieurs pendant plusieurs années pour développer un programme de test qui soit indépendant à la fois de l'industrie, bien sûr, mais aussi de la Commission, même si on avait eu un certain projet européen pour démarrer. Et ça requiert aussi, pour l'aspect test et l'aspect test indépendant, qui est finalement le garant de cette compétence et de cette croyance du consommateur, un investissement non négligeable. Sur l'histoire des véhicules, alors évidemment, ce sont des biens qui sont chers. Un test Green NCAP, aujourd'hui, il vaut entre 20 et 40 000 euros par véhicule. Et on a des centaines de véhicules dans la base de données, parce que si on veut être intéressant pour le consommateur, on doit couvrir la majorité du marché, la majorité des produits qui sont mass market. Donc ça, je trouve que c'est aussi un pendant, c'est aussi un coût, parce qu'on parle aussi du coût dans la chaîne de valeur, mais cette indépendance-là du test, elle est la garante d'avoir quelque chose qui est à la fois reproductible, qui est comparable et qui est finalement juste pour les industries, celles qui développent plus, celles qui développent moins. Je reviens vers Isabelle. Le dialogue entreprise-commission est extrêmement important, cadre réglementaire fondamental et des politiques. Mais vous voulez dire quelques mots sur votre relation avec les entreprises à travers le Sustainable Consumption Pledge, donc les initiatives volontaires secteur privé?
Oui, donc nous, le dialogue avec les entreprises est fondamental puisqu'on essaie toujours de trouver donc le bon équilibre, à nouveau, entre quel cadre réglementaire on peut vous imposer, tout en essayant et de garder à l'esprit que notre objectif, c'est vraiment d'assurer la compétitivité de l'Europe, de développer et de renforcer notre marché intérieur. Et dans ce cadre-là, on essaie certes d'avoir des meilleures législations, c'est-à-dire d'essayer d'éviter de vous imposer des coûts administratifs supplémentaires ou d'autres obligations administratives sous forme de rapports, etc. Mais on se rend compte avec plaisir que quand on lance des initiatives volontaires comme donc cet engagement volontaire qu'on appelle en bon français donc le Sustainable Consumption Pledge, on a des entreprises en fait qui sont volontaires, qui acceptent de s'engager et de nous montrer en fait comment ils peuvent aller au-delà de ce qui existe déjà au niveau réglementaire. Donc Michelin l'a fait. Parmi tous les... Voilà, en face de moi, là, j'ai tous les signataires et toutes les entreprises présentes aujourd'hui. On a Capgemini aussi, qui a rejoint notre pledge. Et donc, c'est important de montrer aussi qu'on peut et qu'on a en Europe en fait, des champions européens qui veulent aller au-delà et qui veulent vraiment s'engager de manière durable dans la transition verte. Et ça, je pense que c'est un message important à faire passer. Merci beaucoup Isabelle. Je reste dans cette perspective et discussion d'engagement volontaire. Lauriane, je connais très bien l'engagement de la FIA dans le programme de UNEP, le programme des Nations Unies pour l'environnement, Safe and Cleaner Vehicles. Comment ces programmes aident la circularité des véhicules et comment justement la FIA s'est engagée pour soutenir cette initiative volontaire? Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, on représente des clubs européens, mais aussi des clubs en Afrique et au Moyen-Orient, d'ici de Bruxelles. Et on s'est engagé dans ce projet parce qu'en fait, sur la base du fait que 90% des véhicules en Afrique circulant sont importés de l'Union européenne, du Japon, des États-Unis. Et on voit aussi une flotte de véhicules qui va augmenter et qui est planifiée d'être multipliée par 4 ou 5 d'ici 2050. Donc on est sur des volumes et des volumes de mobilité qui sont nécessaires et importants. La mobilité est importante. On est aussi sur une politique qui voudrait impliquer à la fois les pays importateurs et les pays exportateurs. Donc il y a deux volets. Dans ce sens-là, on a travaillé avec nos partenaires en Afrique pour avoir des normes d'importation, c'est-à-dire des normes à la fois environnementales et de sécurité. Ce sont des normes séparées, mais quand même quelque part complémentaires. Les véhicules les plus récents ont des bons catalystes d'émissions, ont aussi un certain nombre de technologies sécurité qui sont obligatoires en Europe, en grande partie grâce à la législation, puis par aussi des systèmes volontaires. On voit que des véhicules aujourd'hui en Afrique ou en Amérique latine n'ont pas ces systèmes-là, même s'ils sont vendus neufs. Donc il y a un vrai rôle pour le véhicule de seconde main dans la transition. Effectivement, si aujourd'hui on enlève tous les véhicules à combustion d'Europe et qu'on les envoie à nos frontières ou en Afrique, on n'a pas forcément solutionné le problème à un niveau global. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé là-dessus. Donc on a un certain nombre de pays qui ont mis en place une législation pour éviter que les véhicules qui soient importés ne soient pas aux normes, et c'est Euro 4, Euro 5 en général. Et de notre point de vue, au niveau de l'Union européenne, il y a aussi une initiative prévue pour vérifier que les véhicules exportés sont à minima aptes à rouler sur nos routes. Ils n'ont pas de système désactivé, etc. C'est une initiative qui est en cours, qui n'est pas encore finalisée. Mais ça crée aussi des opportunités pour le réemploi, la circularité et le reuse, dans la mesure où on pourra garder ces véhicules qui ne sont pas aptes à circuler plutôt que de les envoyer dans des pays voisins ou un petit peu plus lointains et réutiliser les matériaux. Merci, ça ajoute une autre dimension intéressante. J'ai laissé Jean-Baptiste nous attendre parce que j'ai commencé avec lui en 2035. Je reviens Jean-Philippe, pardon. Je reviens en 2035. Est-ce que vous êtes satisfait de ce parcours et qu'est-ce qui reste encore à faire? Alors en 2035, comme c'était le cas en 2025, la mobilité, elle reste un droit fondamental primaire. Et il faut se dire que cette mobilité, elle est inégalement répartie. Selon que vous êtes un rural ou selon que vous êtes un urbain, selon que vous êtes un périurbain ou un urbain, c'est très, très différent. Et la circularité et la réparation sont des réponses pour garder une mobilité à des gens
qui pourraient en être privés. Il faut se dire que, on le disait tout à l'heure, hein, les véhicules d'occasion constituent la masse des transactions, avec des véhicules qui ont souvent plus de 11 à 12 ans. Et si je regarde les véhicules neufs, la simplicité a beaucoup de vertus. La circularité, elle suppose quand même qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, pas de barrage à l'entrée. Si on parle de véhicules électriques, les batteries sont-elles réparables, recyclables? Quand elles constituent 40% de la valeur d'un véhicule, est-ce qu'on ne tombe pas dans le véhicule l'auto-jetable en fait? Deuxième sujet qui nous intéresse, le gigacasting, la pièce unique qui finalement remplace 50 à 70 pièces qui pourraient être parfaitement réparables. On est là aussi dans la logique de l'auto-jetable. Et nous sommes évidemment très hostiles à cette idée-là. Et par conséquent, il faut lever les barrages à l'entrée, il faut rendre la réparabilité la plus large possible. Et ça ouvre des pistes très larges. Je citais avec Lorraine la remanufacture des pièces. Moi, j'y crois beaucoup. Ça existe sur les pièces mécaniques. Ça doit exister sur les pièces de carrosserie. Les filières se constituent. Et là, il y a un véritable avenir et un véritable potentiel. La souveraineté, elle demeure. La réponse à l'usager, qui lui est soumis tous les jours à la question de la mobilité, elle s'organise. Donc, il faut la défendre. Il faut véritablement la défendre. Et puis... un indice de réparabilité simple, si c'est accessible, pourrait être une formule contraignante, en tout cas un premier élément pour l'avenir. Merci beaucoup. Il faut qu'il soit simple. J'ai entendu Lorraine nous dire le label, c'est important. Ça nous permet de visualiser en tant que consommateur, pour autant qu'il est simple et compréhensible. Simple, mais pas réducteur. C'est là où c'est difficile. Je suis tout à fait d'accord parce que quand tu parlais justement de ce qui est derrière le recyclage, etc., dans le secteur de la route, c'est exactement pareil. Tout le monde pense que les routes, voilà, c'est un peu d'asphalte et c'est tout. Ça serait intéressant de montrer aux consommateurs qu'est-ce qu'il y a derrière, la recherche. Et dès qu'on change rien que les agrégats qui vont dedans, l'effet cascade qu'il y a exactement sur toute la chaîne de production. Et ça, si je peux me permettre, même au niveau des gens qui sont au niveau de travail, au niveau de l'infrastructure, de garder toujours en tête le système entier. On a trop l'habitude de s'attaquer à une petite chose et pas suffisamment de regarder en arrière un peu tout le système et l'effet cascade. Que chaque initiative, pour autant que importante qu'elle soit, qu'elle a en fait sur tout le reste. Je vois les organisateurs me faire des signes. Donc ça veut dire que notre temps de parole est terminé. J'aimerais vous remercier tous. J'espère que l'audience a aussi apprécié ce panel qui vous a et qui a amené en fait des éléments en plus dans cette réflexion. Je vous invite à m'aider à remercier nos panélistes aujourd'hui. Merci infiniment.